Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur ABC. C'est une nouvelle émission qui démarre et je voudrais commencer par un grand merci. Un grand merci à ceux et celles qui nous soutiennent. Un grand merci pour tous les commentaires que vous nous laissez, notamment sur la précédente émission avec Serge Boutboul. Des invités inspirants, c'est la mission que nous nous sommes donnée au travers de cette chaîne. Et avant de commencer, en rapport avec l'invité que je vais recevoir maintenant, je voudrais vous lire juste quelques lignes d'un ouvrage qu'il a publié en janvier 2012. Et souvent, quand on nous pose la question sur ABC de savoir quelle est, j'allais dire, l'éthique de la chaîne, quelle est la ligne éditoriale, on essaie de trouver comme ça des explications, des phrases qui pourraient symboliser notre travail. Or là, eh bien, mon invité a écrit ceci. La spiritualité n'est pas réservée à une élite intellectuelle ou religieuse, elle n'est pas le monopole de penseurs professionnels. Chacun d'entre nous est animé de questions existentielles d'une vie intérieure riche et foisonnante, dont souvent, par pudeur parfois, eh bien, nous n'osons pas parler. Entre le personnel et l'universel, entre le banal et l'extraordinaire, nous pouvons tous accéder à la connaissance du guide infiniment sage qui existe au fond de nous. C'est 100% l'éthique que nous avons envie de proposer, c'est ce que nous nous efforçons de proposer sur notre chaîne ABC Talk TV. Alors je vais recevoir donc mon invité qui est thérapeute et qui est également bioénergéticien, qui a eu plusieurs vies en une. Oui, je pense qu'on peut dire ça et vous allez comprendre pourquoi. Il vient de sortir un ouvrage qui a déjà été édité donc en 2012 et qui est d'actualité aujourd'hui et depuis quelque temps, beaucoup plus qu'auparavant. La peur, c'est le thème de son ouvrage, la peur, origine de nos maladies. Quelles sont justement ces peurs qui conditionnent notre vie, ce qu'elles provoquent également sur notre corps. Vous allez être assez bluffé, je pense, là-dessus. Et puis surtout, essayer de trouver des parades. Comment est-ce qu'on peut s'en libérer, chasser nos peurs de notre existence. Même pas peur, avec mon invité sur ABC, voici Seymour Bruxelles. Voilà, on s'installe dans ce studio. Seymour Bruxelles est avec nous. Bonjour Seymour. Bonjour. Je suis ravi que vous soyez là. Ben, moi aussi. Hein. Vous avez entendu les premières lignes que j'ai évoquées. Je me demandais si j'avais vraiment écrit ça. Ah ben c'est dans votre livre. Je plaisante. Le secret de nos vies intérieures. Voilà. C'est un bel ouvrage et ça résume complètement la ligne éditoriale d'ABC. Mais tant mieux. Est-ce que vous nous autorisez à récupérer ce petit passage pour le mettre sur notre site? Je vous l'offre. Merci infiniment. Est-ce que vous êtes bien installé? Ça va. Est-ce qu'on vous a servi un thé, un café, quelque chose? J'ai un verre d'eau, j'avais très soif en arrivant. Ça me suffit. Vous restez à l'eau? Oui. Mais à cette heure-ci, oui. Parce qu'à l'heure où on enregistre l'émission, évidemment, il est tôt. Un bel ouvrage, très bel ouvrage, le voici. On parle de la peur, l'origine de nos maladies, comment s'en libérer pour guérir. C'est aux éditions Le Courrier du Livre, dans la grande maison de chez Guy Trédaniel, les éditions Trédaniel. C'est un ouvrage passionnant. Réédition? Alors réédition et réactualisation, puisque c'est aujourd'hui le thème principal de notre vie, amplifié d'un chapitre sur le Covid, évidemment. Donc c'est un nouveau livre en quelque sorte. Où vous prenez parti, hein? Totalement. On me donne le droit de m'exprimer et je m'exprime. Et je prends parti pour... vous voulez qu'on ouvre non, pas tout le de suite, dossier enfin, tout de suite parce qu'il est long. Il est long, c'est le dernier chapitre, c'est le chapitre 8, voilà, c'est le dernier chapitre de votre ouvrage, on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est juste effectivement que vous étayez, c'est très étayé. J'ai une conclusion toute simple, et je cite la phrase qui n'est pas la mienne, celle-là, dans le doute, abstiens-toi. Dans le doute, abstiens-toi. Tant qu'on est face à l'inconnu, que faire? Voilà. Vous êtes en bonne santé? Ah ben tout va bien. Tout va bien pour vous. Formidable. Bon. Alors, je disais dans la présentation que vous aviez plusieurs vies en une. Ça vous a fait sourire? Est-ce qu'on peut définir? C'est ça en fait. Oui, parce que quand je suis insatisfait, je vois pas pourquoi je resterais à une place qui n'est pas la mienne. J'ai essayé plusieurs places, j'ai essayé de trouver ma place. Je trouve que c'est très important pour chacun. Et je vous souhaite... Il y a un chapitre d'ailleurs pour trouver sa place et je vous souhaite d'avoir trouvé la vôtre. Et j'ai commencé par l'enseignement puisque j'étais instituteur. Et ensuite, j'ai glissé très vite vers la comédie. C'est à peu près le même métier, vous savez, hein, dans une classe d'élèves. Très théâtral, hein. On est sur une estrade. Absolument. Et puis il faut intéresser son public. Ensuite, bon, la carrière artistique que vous connaissez. Donc, on va y revenir. Le café-théâtre, on en parlera tout à l'heure. On peut en parler, bien sûr. D'accord.
Et puis la thérapie qui en parallèle aussi est une de mes passions, et à un moment donné il a fallu faire un choix, mais sans abandonner la comédie, puisque j'ai toujours joué, et si Dieu me le permet, je jouerai encore lorsque nous serons sortis de cette impasse. Ouais, voilà. On en parlera avec la carte vitale. Carte vitale, Carte vitale, c'est votre prochain spectacle. On va y revenir. Alors, vous êtes né en 58, un 3 janvier, avec un petit peu de retard. Alors, c'est pas le 3 janvier, mais c'est pas grave, franchement. C'est vrai? Alors, dans votre bio, c'est marqué 3 janvier? Oui, je sais pas pourquoi. Qui a trouvé le 3 janvier? C'est quoi, alors? On s'en fout, de toute façon. Non, mais vous êtes quoi? Vous n'êtes pas Capricorne? Alors non, je suis Vierge. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis né en septembre. En septembre? Ah oui, bah alors, je ne sais pas pourquoi on a mis le 3 janvier. Bon, peu importe. Oui, mais peu importe. Alors, justement, quand je dis que vous avez plusieurs vies en une, on est obligé de revenir, bien sûr, sur celle-là. Ben voilà. Non, sur celle-là, sur les inconnus, parce que vous avez fait partie des inconnus. Oui. Et on a commencé avec Pascal Légitimus au Café Théâtre, tous les deux dans un duo. Et ensuite, nous avons connu l'aventure du Théâtre de Bouvard. Tous les deux, c'est là que nous avons rencontré Didier Bourdon et Bernard Campan, entre autres, avec qui nous avons formé un groupe dans le groupe, puisque nous avions l'habitude de travailler ensemble. Et puis Smaïn aussi, puisque le premier départ du Théâtre de Bouvard était à 5. On s'appelait les 5 d'ailleurs, avec Smaïn, qui ensuite nous a quittés après le tournage du film Le téléphone sonne toujours 2 fois. Et puis l'aventure des inconnus, Europe 1, le Théâtre Fontaine, et ensuite mon départ en 89. Voilà. En 89. Il y a eu les 5, et puis il y avait un autre nom aussi. Dans la troupe? Ouais. C'est Smaïn. Il n'y avait pas les 4 Karenko? Ah, ensuite, alors quand Smaïn nous a quittés, nous étions 4, et les 4 Karenko, comme ça n'a pas duré longtemps, les 4 Karenko, c'était pour la sortie d'un disque, surtout. Il y a eu une chanson, 4 Karenko, et puis après, on a glissé sur les inconnus. Qu'est-ce qui vous reste de cette belle période? Des bons souvenirs, c'est la rigolade. C'est ça qui me reste surtout. La rigolade, qu'est-ce qu'on a rigolé, franchement. Je racontais encore une anecdote hier à mes enfants avec les filles, avec Mimi et Michel Bernier, que je vous raconterai pas ici parce que c'est pas, je pense pas que ce soit le lieu. C'est vrai. Mais voilà, moi, la première idée qui me vient, la première sensation, la première émotion, c'est la rigolade. Voilà, c'est la franche camaraderie. C'est pour moi, c'était la prolongation des bêtises que je faisais au lycée, que j'ai fait à la fac, à l'école normale, et puis après ça a continué en groupe, et c'était vraiment une collégiale, quoi. C'était n'importe quoi, ça partait dans tous les sens. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque? Pas du tout, pas du tout. Non, je vais être nostalgique plutôt de la rigolade, parce qu'on rit pas beaucoup en ce moment, c'est pas facile, et j'insiste d'ailleurs auprès de mes patients, auprès de mon entourage, de pratiquer la rigolothérapie. J'appelle ça la rigolothérapie. Qui existe? Bien sûr. Quand le yoga du rire, par exemple, voilà. Et quand on rigole, quand on se marre, ça régénère énormément de choses, et surtout ça libère le système nerveux central de ses tensions, et ça nous permet de respirer. C'est important. Donc, il y a ce break. Alors, il y a une question, quand on a préparé l'émission, à chaque fois, on nous disait, mais pourquoi est-ce qu'il a quitté les inconnus? Alors, on a dû vous poser 5 millions de fois cette question. Je ne connais pas la réponse, c'est pour ça que je me permets de vous la reposer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez le parcours des Campans, des Légitimus, etc., vous pourriez être nostalgique de ça? Non, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il faut trouver sa place. Et à partir d'un moment où c'était plus ma place, où j'étais plus en accord avec le fonctionnement du groupe, et surtout avec ce que nous imposait la production Lederman, j'ai proposé à mes camarades d'abord de quitter cette production qui ne me convenait pas du tout, et d'ailleurs qui ne leur a pas convenu, puisqu'ils se sont quand même tapés une poursuite juridique pendant 20 ans. Il y a eu quand même 20 ans de procès avec Lederman, c'est qu'il y avait quand même quelque chose qui ne fonctionnait pas. Bon, alors à ce moment-là, grand dilemme, ils ont eu peur, voilà, encore une fois, de quitter papa. Moi, j'avais plus ce problème-là, c'était réglé dans ma vie, et donc j'ai quitté papa et j'ai fait mon chemin parce que c'était comme ça. J'avais besoin de prendre ma route et non pas une route qui m'était imposée et qui ne me plaisait pas. Et ça, c'est une des règles de ma vie. C'est pour ça que j'ai eu plusieurs vies, car quand on essaie de m'imposer quelque chose qui ne me correspond pas, je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. En tout cas, ce n'est pas moi. Ce n'est pas en rapport avec ma personnalité, avec mon âme, puisqu'on parlera peut-être un peu de spiritualité. Surtout. Si je suis en décalage avec mon âme, je suis pas bien. Je suis triste, je suis en conflit et je risque la maladie, puisque je rappelle toujours cette définition de la maladie du docteur Bach. La maladie est toujours le résultat d'un conflit
entre l'âme et l'esprit. Absolument. Hein, le mental. Donc à partir du moment où j'étais en décalage avec mon âme, et j'ai toujours suivi mon âme jusqu'à aujourd'hui, et c'est ce qui m'importe et ce que j'essaie de donner comme message à mes enfants, mais soyez ce que vous êtes. Peu importe ce que vous faites, j'aurais jamais imposé des études, une profession, quoi que ce soit, je veux dire une directive particulière. Soyez libre et soyez vous-même. Et déjà, essayez de trouver qui vous êtes, c'est ça qui est très important. Et de le vivre dans une société qui nous impose tellement de choses, et d'autant plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes en accord avec vous-même ? Ah oui, je pense que je suis totalement en accord avec moi-même. Oui, tout à fait. Alors, j'allais dire, la légende dit que lorsque vous étiez effectivement sur les planches avec la troupe, que vous aviez régulièrement l'occasion d'essayer de soigner un peu, de panser les plaies de certaines douleurs que pouvaient ressentir les comédiens. C'est vrai ? C'était mon terrain d'entraînement, oui. Je commençais à soigner pas mal de comédiens, de danseurs, de danseuses. Ma loge se transformait en cabinet. C'était quoi, le magnétisme ? À l'époque, je faisais du magnétisme. À l'époque, c'était ça. Et puis un peu de radiesthésie. Je travaillais un peu au pendule. Mais en tout cas, je voyais bien que ça donnait des effets positifs, que les gens étaient beaucoup mieux après. Des fois, ça ratait, hein. Des fois, ça marche pas, ça faut le savoir. Mais en majorité, les gens étaient contents, le bouche à oreille fonctionnait, et je venais l'après-midi plutôt dans ma loge, puisque j'avais pas la place à l'époque. J'étais dans un tout petit appartement. Et je me disais, tiens, c'est pas mal, et en plus, je suis sur place. Donc, je reçois mes camarades, je les soigne, et puis après, j'enchaîne et je joue le soir. Voilà. Et vous continuez à jouer, puisqu'on en parlera tout à l'heure. Il y a une pièce qui se prépare. Et alors, elle a déjà été jouée à la carte vitale. Hein. Alors, on a juste un petit problème d'éclairage là, mais bon, c'est pas très grave. On passe de l'éclairé à pas éclairé. Bon, on va continuer. Carte vitale a déjà été jouée, puisqu'on fait une parenthèse là, au Palais des Glaces. Au Palais des Glaces. Et là, ce que je préparais avant le conflit, je préparais Ma patiente a des limites 2, la suite. Voilà. D'accord. Et j'aurais dû jouer ça en 2020, mais bon, les circonstances. Les circonstances ont fait que. Alors, donc, il y a cette parenthèse théâtrale avec, on a vu, la troupe, avec les inconnus, etc. Et puis 90, il y a l'ouverture votre premier cabinet, 1990 ? Ouais, officiel. Ouais, officiel, vous intégrez le groupement national et l'organisation des médecines alternatives. Voilà, 2 ans après, parce qu'il a fallu 2 ans de preuves, de témoignages, de parrainage pour intégrer le GNOMA. Et que vous appelez aussi les médecines vibratoires. Oui, parce que c'est de la médecine vibratoire, c'est de la médecine énergétique, médecine quantique, on pourrait dire, ou informationnelle, quoi. C'est une médecine qui n'utilise pas de produits chimiques, non médicamenteuses, c'est ça l'intérêt, c'est ce qui intéresse aussi le milieu médical, puisqu'on a réussi à intégrer des structures médicales, des cliniques, des hôpitaux, et avec pour objectif de moins sédater les patients, c'est-à-dire d'utiliser moins de produits chimiques qui ont tous des effets secondaires nocebo, et donc une médecine non médicamenteuse, vibratoire, énergétique. Quand on lit votre ouvrage, La peur, origine de nos maladies, comment s'en libérer pour guérir, d'abord c'est extrêmement étayé parce qu'il y a énormément de références. J'essaie d'argumenter et comme le docteur Perron, le professeur Perron, qui m'a impressionné, c'est dans son dernier ouvrage, il y a 60 pages de sources, il est obligé de sourcer tous ses propos pour ne pas être attaqué, puisque vous savez qu'il est à contre-courant du système. Et je pense qu'il est important d'avoir une bonne bibliographie et de sourcer ses dires, non pas par peur d'être attaqué, mais pour être pris au sérieux et pour donner de l'épaisseur, de la structure aux propos. Je trouve ça très important. Et puis pour renvoyer le lecteur à tout ce qu'il veut, au-delà du livre, à tout ce qu'il souhaiterait apprendre, au lire, aller chercher faire ses propres recherches. Donc il y a aussi une fonction pédagogique, si vous voulez. Alors évidemment, vous posez ces vraies questions. Et quelles sont ces peurs qui conditionnent notre vie ? Quand on parle des peurs ancestrales, des peurs héréditaires, génétiques, conscientes, inconscientes. Est-ce que ça provoque sur notre corps ? Et les conseils que vous prodiguez justement pour, en tout cas les techniques qui aujourd'hui permettraient justement de mettre de côté ces peurs. Vous faites des constats.
Et notamment, ce premier constat, vous dites « On n'a jamais été autant isolé du monde et de nous-mêmes. On détruit notre environnement et nous avec, guidés par notre ego et notre peur de disparaître. » Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. C'est terrible. Hein. Mais c'est terrible. Vous connaissez le biologiste anglais Rupert Sheldrake? Bien sûr. Voilà. Et Sheldrake, dans son livre magnifique qui s'intitule La mémoire de l'univers, ou le dernier ou avant-dernier, Réinformer la science, je crois. Oui, je crois que c'est ça. On l'avait reçu lors d'un colloque à Toulouse. Oui. Sheldrake, vous l'aviez reçu? Absolument, absolument. Moi, j'admire ce type. Et Sheldrake, qui est un biologiste de grand talent, insistait sur le fait que dans l'histoire de l'humanité, nous ne sommes jamais autant éloignés de la nature. Jamais autant. Et le virtuel, aujourd'hui, le numérique nous isole totalement. J'entendais tout à l'heure une étude qui démontrait que depuis le Covid, le temps que passent en moyenne les gens sur les écrans a doublé. A doublé. C'est-à-dire que... Par obligation. Par obligation, mais aussi par goût. Et le problème, c'est que maintenant, on n'arrive pas à repartir en arrière. C'est une habitude, c'est devenu un conditionnement. Et que ce temps nous décroche, encore une fois, de la nature. Nous ne sommes pas dans le présent, nous sommes dans le virtuel. Le virtuel, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce qui nous entoure dans le monde large. On est dans le virtuel, là. Oui. Je ne dis pas que le virtuel n'a pas il y a des atouts. Son utilité, il a des atouts. Il y a des atouts dans le virtuel, quand même. Quand on en arrive à des heures à penser qu'un gamin peut passer 7 heures par jour sur son écran, mais là, on est dans une dimension qui n'a plus de valeur et qui est dangereuse, qui est très dangereuse et qui coupe l'individu de la réalité, justement, et qui le pousse à faire des choses qu'il ne ferait pas s'il avait cette conscience du réel. Et c'est de plus en plus grave. Et c'est pour ça qu'on voit des extrêmes, des actions extrêmes comme l'enfant, l'élève qui va poignarder son instituteur ou son camarade qui va l'emmener dans des méandres de folie, quoi, qui ne sont plus la réalité. Est-ce qu'ils vivent dans une série américaine ou est-ce qu'ils vivent dans leur classe, dans leur petite ville de province? Où on est. C'est déjà un problème grave de l'humain qui ne fait pas la différence entre ce que fabrique son mental et ce qui est, encore une fois, la réalité. Le mental est un outil formidable, comme le virtuel, mais le mental a ses limites et le mental nous décale de la réalité, c'est-à-dire nous décale de l'instant présent. Le mental nous entraîne toujours soit dans une projection de l'avenir, soit dans une recherche de référence au passé. Très rarement, nous vivons l'instant présent, très rarement, et surtout dans notre société, on ne nous apprend pas ça. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour être en permanence dans l'instant présent? Alors, j'ai du mal à y être en permanence, déjà, il faut le reconnaître. Ça, c'est compliqué, dans une société qui anticipe tout. Enfin, là, il faut maintenant réserver aux vacances 2028, parce qu'il n'y aura plus de place. Et deuxièmement, quand je peux vivre dans l'instant présent, alors c'est mon outil de travail, justement. Ça m'aide énormément. C'est lorsque je travaille, lorsque je soigne, je ne peux pas être dans la projection. Je ne peux pas être dans la référence du passé. Je dois être dans l'écoute, dans l'accompagnement de l'instant présent. Et je cite souvent Eckhart Tolle, que vous connaissez, et qui a fait un travail formidable, moi je trouve. Qui est une référence pour énormément de gens. Beaucoup de gens se sont inspirés de lui d'ailleurs. Ben oui, bien sûr, le pouvoir du moment présent. Et il a vulgarisé ce que la culture orientale nous a dit depuis très longtemps. Je pense à une référence, par exemple, Krishnamurti, c'est tout le message de Krishnamurti, mais qui est difficile à lire, qui n'est pas abordable pour tout le monde. Ça rejoint la première phrase que vous avez lue au préambule de sur cette les émission. Élites. Mais voilà. Et non, tout le monde peut avoir affaire donc à cette notion importante, primordiale de l'instant présent. Et Eckhart Tolle, je lui rends hommage pour le travail qu'il a fait, qui est un travail donc d'ouverture et qui est un travail abordable à tous. Oui, de vulgarisation du propos. Voilà. Dans le deuxième constat, c'est bon, vous dites « Nous nous croyons libres, c'est une illusion. Notre esprit est rempli d'idées fixes, de stéréotypes, d'habitudes, de réflexes. Il est impératif d'apprendre à nous relier à nous-mêmes et aux autres de façon attentive. Or, notre attention est gravement volatile. » C'est ce que vous disiez il y a un instant. Je viens de dire. Ouais. Je reprends les propos de Bruce Lipton, que vous connaissez aussi. Oui, absolument. Qui est un biologiste, encore une fois, quantique, vibratoire, qui nous apprend que 95% de nos actes et de nos pensées viennent de notre conditionnement. Et qu'il nous reste 5%.
C'est petit. 5% de conscience en présence. Voilà. Donc, 95% de mes actes viennent de mon conditionnement, de mes pensées. Je donne l'exemple à mes élèves. Et de vos apprentissages. Et de mes apprentissages. Et je demande à mes élèves, la question que je pose souvent à mes élèves, puisque je suis aussi formateur de cette méthode, qui conduit la voiture? Mais qui conduit la voiture? Lorsque je conduis ma voiture, c'est tout un conditionnement. Je suis capable de discuter, d'avoir cette discussion avec vous, de rentrer chez moi, et je ne me souviendrai même pas par où je suis passé. Mais je suis arrivé, j'ai mis mon clignotant, j'ai changé les vitesses, etc. Qui conduit la voiture dans ma vie? C'est la même chose. À quel moment je suis vraiment là, présent, en toute conscience? Ben, c'est 5%. Il y a 5% de notre vie. Et ça, c'est un travail. Et c'est un travail de tous les jours, tous les jours. Alors, pour finir de répondre à votre question, j'ai la chance d'avoir un métier, de pratiquer un soin qui m'impose d'être là, à l'écoute. Comme tout thérapeute devrait l'être d'ailleurs. Je veux dire, quand le patient arrive, il faut être là avec lui. Il ne faut pas être devant son ordinateur comme font les médecins. Clairement. Carte vitale, c'est pour ça que j'ai écrit carte vitale. Carte vitale, le spectacle. Le premier truc, c'est carte vitale. Oui, je suis où? Bon, voilà. Et donc, l'apprentissage, il est là. Et ce n'est pas du tout dans les us et coutumes de cette société. Cette société dans la projection permanente et dans le réflexe d'un passé. Alors, tiens, un exemple extraordinaire, c'est ce qui se passe en ce moment, la campagne électorale. Alors ça, c'est voilà un exemple de référence permanente au passé, de projection dans un futur qui n'existera jamais, puisque les promesses électorales, on les connaît, mais il n'y a rien dans le présent. Il faudrait coacher. Il faudrait coacher tous ces prétendants à la présidence. Il faudrait qu'ils en aient envie. Qu'ils en aient envie, oui, sans doute, sans doute. Alors, on revient évidemment sur votre ouvrage, La peur, les origines de nos maladies. Je rappelle, c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Alors, vous parlez des peurs héréditaires, des peurs de la mère, des peurs de la naissance, des peurs liées à l'enfance, liées à notre monde actuel, on y reviendra. Et vous parlez de ces peurs également qui s'immiscent intra-utérines, ces peurs intra-utérines, dès le départ. Et c'est vrai que quand on apprend que notre compagne, par exemple, est enceinte, il y a tout de suite ces premières interrogations qui peuvent s'apparenter à de la peur. Où vais-je accoucher? Avec qui? Comment ça va se passer? Péridurale ou pas? Etc. Tout ça génère de la peur, dès le départ. Bien sûr, parce que la naissance, encore une fois, aujourd'hui, dans ce monde moderne, est brutale, moi je trouve. C'est une naissance médicalisée, surmédicalisée. La salle d'accouchement, pour prendre cet exemple, ressemble à une salle d'opération et non pas une salle de naissance. Alors, aujourd'hui encore, il y a un mouvement qui essaie de se créer en France, de créer justement des salles de naissance et non pas des salles d'accouchement médicalisées, mais c'est très petit, il y a très peu d'établissements qui le font. C'est beaucoup plus développé en Allemagne ou en Angleterre, mais chez nous, on est encore à la traîne. J'ai eu la chance de travailler un peu avec le docteur Michel Audin, qui était le précurseur des accouchements en piscine, du champ prénatal, de la méthode Le Barbier, mais c'était dans les années 70, et on n'a pas évolué. La maternité de Pithiviers, dans laquelle il travaillait à l'époque, offrait des salles de naissance, c'est-à-dire une pièce avec des matelas, des tissus ouatés, sans bruit. La mère pouvait apporter ses objets personnels, ça n'avait rien à voir. Et on était au sein d'un hôpital. De toute façon, s'il y avait un problème, il y avait tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, il y a quand même les cours de prénaissance. Alors, les cours de prénaissance, mais la naissance en elle-même, moi, je la trouve très brutale. Ça, Michel Audin, pour ne citer que lui, a déposé sa paire de forceps en 1966. Il n'a jamais réutilisé ses forceps. Il y a d'autres techniques que d'arracher un enfant avec des cuillères du ventre de sa mère. Certains vont vous dire qu'il y a, c'est ça où c'est la survie de l'enfant et de la mère aussi. Non, ça c'est vraiment en cas d'urgence. Oui. En cas d'urgence. Mais il y a d'autres techniques pour éviter cette violence. On propose, sous prétexte de confort, trop de césariennes. La césarienne, c'est une méthode d'urgence, c'est une méthode pour sauver l'enfant et la mère. Mais ce n'est pas une méthode de confort. Dans certains pays, c'est une naissance sur 2, voire plus, dans certains pays comme la Chine ou le Brésil. Césarienne, qui va entraîner d'autres problèmes que je ne vais peut-être pas développer maintenant. Le déclenchement systématique de l'accouchement, ça n'a rien de naturel. Encore une fois, on s'éloigne de la nature et qui est parfois, dans certaines maternités, qui est à 90% des naissances. Donc tout ça, c'est encore une fois, violenter la vie dès son départ. Donc les peurs de la mère,
Oui, elles existent parce que, justement, ce n'est pas cette préparation. Et qu'est-ce qui va m'arriver? L'accouchement est une affaire du néocortex. C'est une affaire du reptilien, pardon, du cerveau reptilien, et surtout pas une affaire du néocortex. Encore une fois, surtout pas une affaire du mental. Plus on laisse la mère atteindre cette profondeur de son cerveau reptilien, plus on la laisse tranquille. Moins on l'agresse avec une lumière violente, avec des questions, avec du bruit, avec du passage, ça rentre, ça sort, etc. Plus l'accouchement a de chances de se passer dans des conditions remarquables. Alors que lorsqu'elle est sollicitée en permanence, donc on sollicite son néocortex, le cerveau reptilien qui lui sait exactement comment procéder, eh ben, n'a plus sa place et ne peut plus fonctionner correctement. On s'est éloigné de la nature à tous les niveaux et dès la naissance, vous imaginez, alors savoir qu'un traumatisme de naissance va, hélas, engendrer toute la vie. Toute la vie. Alors, j'invite évidemment tous ceux qui s'intéressent à cette thématique de la peur. De quelle manière? Ah, voilà, à nouveau la lumière. Donc, c'est magnifique. Ça cling, la lumière. J'invite tous ceux et celles qui s'intéressent à cette thématique, comme je le disais, à se plonger dans votre ouvrage, parce qu'encore une fois, outre toutes les références et le côté très sourcé de votre ouvrage, il y a évidemment des explications qui sont... J'ai parlé tout à l'heure du bon sens. On est dans le bon sens, en fait. C'est même pas du scientifique, c'est du bon sens. C'est du bon sens, je suis tout à fait d'accord. Et on s'est éloigné du bon sens. Regardez cette crise, qu'est-ce qu'elle nous a appris? Qu'on n'était pas dans le bon sens. On est à contresens en permanence, pardon. Ce n'est pas du bon sens. C'est ça, la gravité donc, de nos actions, c'est qu'il n'y a plus de référence au bon sens. Je vais plutôt écouter quelqu'un qui vient de la Terre, qui est en relation avec la Terre, et qui a du bon sens, le bon sens terrien, le bon sens ancestral, que quelqu'un qui part dans les méandres des structures créées par l'homme dans les grandes écoles. Par exemple, si je croise un individu qui me dit « je sors des grandes écoles », vous savez, je m'en vais, je cours. Je dis surtout pas, c'est trop dangereux, regardez, on en est, on a tout détruit, grâce aux grandes écoles, grâce au capitalisme, le système capitaliste, il a tout détruit jusqu'au bout, et il continuera, il ne s'arrête pas. Le sujet le plus grave aujourd'hui, l'urgence, c'est l'environnement. On va mourir de Et pourtant, ça n'est pas un sujet, j'allais dire, en première ligne. Sur, alors que c'est celui-là le plus important, mais on le cache avec d'autres choses. Quand on nous dit que la préoccupation des Français, aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Évidemment, il y a un problème, on voit bien que tout augmente, que la vie est de plus en plus difficile. Mais quand on ne pourra plus respirer, qu'on n'aura plus d'eau potable, que le soleil brûlera tout sur la Terre, mais qu'est-ce qu'on va faire? Là, le pouvoir d'achat, il est où? Où il est le pouvoir d'achat? Et vous savez qu'en disant ça, vous engendrez des peurs. Alors, je ne dis pas qu'il faut avoir peur de ça. Je dis qu'il faut en prendre conscience. Pardon, mais je suis obligé de vous dire, quand on tient ce discours, on se dit aïe, 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 on va brûler le soleil, plus de soleil, plus d'eau, aïe, 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 aïe. Si la peur peut nous servir de signal d'alarme et de prise de conscience, pourquoi pas? Ça peut être un bon électrochoc. C'est certainement le meilleur pour prendre conscience que la finalité, elle est où? Je veux dire, nos enfants, aujourd'hui moi j'ai des petits-enfants qui sont tout jeunes, mais comment se projeter justement dans la projection? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont vivre. Mais en tout cas, ça se présente vraiment mal. Sur le papier, ça se présente très mal. Et toujours éviter les problèmes fondamentaux avec un écran de fumée créé par des problèmes qui sont secondaires, en fin de compte. Je rassure ceux qui nous regardent, on donnera des solutions tout à l'heure pour justement ne plus être dans cette peur. Ne quittez pas l'émission. Ne quittez pas, restez bien avec nous. Allô, Houston. C'est vrai que depuis cette pandémie, évidemment, lorsque on a eu les différentes autorités qui se succédaient, qui énuméraient le nombre de morts, vous avez d'ailleurs sur un chapitre, c'est le 5e chapitre de votre livre, sur la peur de la mort, page 105. Pourquoi l'être humain refuse-t-il son éphémère destin? C'est une question que vous posez dans cet ouvrage, et vous dites « On enferme nos morts dans des cimetières pour qu'ils ne s'échappent pas, afin de nous permettre de leur rendre visite à volonté. » Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est ça. C'est la vérité. Et ça a été absolument terrible. L'énumération, quand on était pendant cette phase de Covid, enfin, on y est toujours, mais enfin... Voilà, l'énumération du nombre de morts à chaque fois, ça a été décrié. Ruquier m'a surpris parce que Laurent Ruquier, lors d'une de ses émissions, il l'a souligné et il a dit, moi là, j'ai préparé un tableau avec le nombre de vivants. Et oui,
Et c'était une très bonne idée. C'est le contre-pied. Ça fait des mois qu'on nous parle du nombre de morts. Exact. Mais parlons du nombre de vivants. Ouais. C'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Et là, le verre, les morts, c'est 80. Les morts, c'est 0, chez nous, 0,05%. Alors que les vivants, c'est 99, et ça, on n'en parle pas. Je veux dire, tous les gens qui sont sortis de cette maladie. Quel est votre rapport à la mort? Je ne pense pas avoir peur de mourir. Franchement. Il y a beaucoup de gens qui disent. Plein de gens disent ça et disent moi, ce qui me terrifie, évidemment, c'est la manière. Oui, la souffrance. Oui, la souffrance. Je m'y prépare, j'y pense. J'y pense régulièrement, hein, mais pas d'une façon sinistre. Morbide. Je pense que la mort n'existe pas, déjà, ça me rassure, si vous voulez. Je pense, comme disait Einstein, et c'est pas une comparaison, à la fin de sa vie, on n'arrêtait pas de le solliciter pour des opérations, tout ça, il dit laissez-moi tranquille. Est-ce que vous pensez qu'un physicien quantique a peur de la mort? Alors je poserai la question, est-ce que vous pensez qu'un thérapeute bioénergéticien qui travaille sur le champ vibratoire des corps a peur de la mort? Bah non, j'ai peur de quitter les miens peut-être, mais je sais que je ne les quitterai pas d'une certaine manière. J'ai beaucoup étudié les expériences de mort imminente. Je rends hommage à Sonia Barkala, que j'ai suivie pendant pas mal de temps, qui a réalisé un film. Et qui était la première d'ailleurs à avoir fait des conférences et des colloques sur cette thématique-là, à Marseille. À Marseille, oui, vous étiez, non? Non, mais évidemment, je connais bien Sonia. J'ai vu des gens formidables, comme le professeur Moody. Raymond Moody. Raymond Moody, oui, voilà. Et donc, suivant ces témoignages, et aujourd'hui, il y a 70 millions de cas étudiés dans le monde entier par des scientifiques. Il serait idiot, c'est le bon sens, de douter qu'il n'y a pas une autre fréquence, justement, que nous ne vivons pas sur une autre fréquence à un moment donné, qui est peut-être la même fréquence d'ailleurs, ça j'en sais rien. Mais il y a vraiment une persistance de la conscience après la mort. Hein. Lorsqu'on a le témoignage d'un patient qui avait son électrocardiogramme plat, son électroencéphalogramme plat, donc mort cliniquement, et qui revient à la vie en racontant tous les détails de la scène qu'il a vécue en tant que mort, pendant son hospitalisation ou pendant son accident de voiture sur la route. Bon, il est difficile de douter qu'il n'y a pas une autre forme de conscience sur un autre plan vibratoire. Comment est-ce que vous inculquez ça à vos patients? Est-ce que d'abord vous le faites? Est-ce que vous le faites avec vos enfants? Est-ce que vous en parlez avec vos petits-enfants? Les petits, ils sont trop petits. Ils sont trop petits. D'accord. Mais avec les patients ou avec mes enfants, oui, j'essaie de passer tous ces messages. Il n'y en a pas un qui a lu mes livres. Hein, C'est vrai? Ça ne les intéresse pas. Mais on parle beaucoup. Par exemple, lorsque le beau-père est décédé à la maison, les 3 derniers, j'en ai 6, des enfants, les 3 derniers étaient âgés de 10... je me souviens comme ça, l'aîné avait 10, l'autre elle avait 7, et puis la dernière, elle avait 3 ans et demi ou 4 ans. Bon, ils ont voulu voir, le grand-père est mort à la maison. C'est déjà une chose intéressante, c'est qu'on ne meurt plus à la maison. C'est vrai. Et donc on éloigne la mort, on la cache, il ne faut surtout pas la montrer. Et les enfants ont voulu voir le grand-père. J'ai trouvé ça très bien, très sain. On a attendu que l'embaumeur soit passé, c'est-à-dire que le grand-père, il était bien habillé, il avait un maquillage, il était sur son lit. Serein. Exactement, détendu, car toutes les tensions se relâchent. Et les enfants sont rentrés dans la chambre, ils ont fait un pas, tous les 3, ils ont regardé le papy, ils n'ont rien dit, et ils sont partis. Voilà. Et ils ont vu la mort. Il n'y avait rien à dire, ils avaient raison. Et j'ai trouvé très, très, très positif d'avoir vécu cet instant, qui restera certainement en eux, et qui leur montre que la mort, c'est pas un truc terrible, et que ça fait partie de la vie, surtout. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus que ça fait partie de la vie. J'ai travaillé pendant des années avec des amputés, avec ce qu'on appelle le problème des douleurs fantômes. Voilà. Mais il n'y a pas de fantômes, c'est pas vrai, ça n'existe pas. D'ailleurs, il y a une anecdote avec une femme africaine à qui on lui avait dit « mais c'est votre membre fantôme », mais elle a compris qu'il y avait un fantôme à l'intérieur d'elle, et elle s'est mise à hurler « il y a un fantôme, il y a un fantôme ». Ça aussi, c'est complètement idiot.
faut pas appeler ça le membre fantôme, mais ouais. le membre invisible, le membre de cristal, je ne sais pas. Enfin voilà, mais des choses qui sont beaucoup plus positives. Que le fantôme, ça fait peur. Encore une fois. Voilà. Bon, les douleurs fantômes. Donc, j'ai été intégré dans un centre à Valenton, en proche banlieue, qui s'occupe donc de fabriquer les prothèses et de soigner donc les amputés. Et 80% des amputés souffrent des douleurs fantômes. Donc d'un membre qui n'existe plus. Absolument, ouais. Et ils ont la sensation encore de l'avoir. Mais ils savent très bien où se trouve le bras, où se trouve la jambe, où se trouve donc, là, on est encore dans le monde vibratoire, c'est-à-dire que le corps vibratoire est toujours là. La forme, Sheldrake dirait, le champ morphique de cette jambe ou de ce bras, est persistant. Et on voit au cerveau des signaux qui sont traduits comme de la douleur, qui, je le rappelle, est un signal d'alarme, qui dit, il y a un truc qui va pas là, il manque de la matière. Bon, et tant que ce champ vibratoire n'est pas rééquilibré, c'était mon travail en tant qu'énergéticien, c'était de rééquilibrer le champ global du patient pour que son champ local soit rééquilibré et n'envoie plus ces signaux qui sont traduits comme une douleur mais persistante et violente. Et violente. On est encore dans le monde de l'invisible. On est dans le monde de l'invisible. Le monde de l'invisible existe. Donc qu'est-ce que la mort sinon la disparition de la matière? C'est tout. Il y a aussi dans votre ouvrage les effets de la peur sur notre corps. Et je voudrais vraiment qu'on s'attarde là-dessus parce que c'est assez incroyable. D'abord, il y a effectivement, vous parlez du système immunitaire. On en a beaucoup parlé pendant toute cette période avec la Covid, évidemment. On parle des émotions. Ces émotions qui dictent notre ressenti, notre existence. Et la somatisation, ce que vous appelez la parole du corps. Et je voudrais montrer un petit schéma qu'on va mettre à l'écran. Moi c'est le premier truc, quand j'ai ouvert le livre, je vous ai appelé d'ailleurs, quand j'ai ouvert le livre, je tombe directement là-dessus, sur les effets de la peur sur notre corps, et en particulier sur cette partie, donc, qui est la colonne vertébrale. Et vous pouvez nous le décrire, chaque, strate de notre colonne vertébrale est synonyme d'un état d'esprit, d'une émotion, d'un ressenti. C'est ce qui explique la maladie. C'est ce qui peut expliquer la maladie. Michel Odoul l'a expliqué autrement. Dis-moi où t'as mal, je te dirai qui tu es. Le corps et l'esprit sont intimement reliés, il n'y a pas de frontières. On a encore séparé les choses et la médecine moderne sépare les éléments. Bientôt, on aura un spécialiste pour chaque doigt de la main, voire pour chaque phalange. D'ailleurs, je suis tombé sur un sketch de Michel Serrault, qui date pas d'hier, où il racontait ça, qu'il avait été chez le médecin, qu'il avait envoyé chez un spécialiste, et l'autre avait envoyé chez un spécialiste, et c'était le sujet. Donc ça date pas d'hier, cette histoire. Le problème, c'est que c'est encore faux, c'est pas du bon sens. Ça, c'est pas du bon sens. Le bon sens, c'est que l'homme est une unité physique, psychique, psychophysique, et une unité spirituelle. Ces trois éléments, corps, âme, esprit, ont été découpés et on a oublié donc que chaque pensée déclenche, mais à une vitesse incroyable, un mécanisme chimique dans le corps. C'est ça, une réaction. Une réaction, tout de suite. J'ai une pensée de peur, c'est de l'adrénaline, immédiatement. J'ai une pensée d'amour, de joie, c'est de l'ocytocine, des endorphines, ce que mes cellules réclament. Mes cellules ne réclament pas l'adrénaline. L'adrénaline est un poison. L'adrénaline, ça sert à sauver, à déclencher tout un système. Pourtant, parfois, on parle d'une adrénaline positive. L'adrénaline positive, c'est de se sauver d'une situation très dangereuse. Là, on est d'accord. Ok, mais l'adrénaline positive, dans le sens d'un traîneur à la bourse, j'y crois pas. Non, mais l'adrénaline, avant de monter sur scène, vous pouvez avoir cette adrénaline qui est positive, pour le coup. Non, non, parce que moi, personnellement, je peux vous dire que j'en ai fabriqué de l'adrénaline avant de rentrer sur scène et que ça m'a donné de belles diarrhées. Croyez-moi. Mais oui, mes intestins, donc deuxième cerveau émotionnel, j'ai compris il y a bien longtemps, avant de m'intéresser à tout ça, que mon corps n'était que le reflet de mes pensées et de mes émotions. C'est ça. Mais franchement, j'avais un grave problème à l'époque, jusqu'à ce que je rencontre un comédien qui avait un certain âge qui me dit il n'y a qu'un seul médicament, il avait la voix de Marielle, c'est le Ricard sans eau. Alors j'ai attaqué une extrême modération. Donc j'ai attaqué le Ricard sans eau, qui est imbuvable, mais j'arrivais à le boire. Effectivement, c'est radical. On appelait ça l'élixir parégorique à une époque, on trouvait en pharmacie, ou la badiane, voilà. Bon, mais le corps, l'esprit n'ont pas de frontières. Les émotions sont liées
font la jointure, justement, de ces deux dimensions de l'être. Et on retrouve dans le corps humain, alors pourquoi la colonne? Parce qu'il n'y a pas que la colonne. Évidemment. La colonne, parce que j'ai une formation d'ostéopathe, parce que dans ce livre, je parle d'ostéopathie, et que là, on est dans l'os. Et que l'os, si on prend les bases de la physique quantique, de la matière, l'os, c'est la matière la plus dense dans le corps humain, d'accord? Ce qui veut dire que c'est l'énergie la plus dense. L'énergie crée la matière. Et la matière, en fin de compte, n'existe pas. La matière n'est qu'un condensé d'énergie. Donc là, on a un condensé d'énergie très puissant, très solide, qui est l'os. Et c'est remarquable parce qu'on va retrouver des squelettes ou des crânes de nos ancêtres qui parlent encore. Tournaille, c'est 7 millions d'années. Tournaille. Le plus ancien, c'est plus Lucy in the Sky. Absolument. Mais dans les recherches justement d'archéologues, les crânes parlent. Ils donnent énormément d'informations. Et ils sont encore là. C'est formidable. Et un de nos pères en ostéopathie nous disait l'os est un moment d'énergie calcifié dans l'espace. C'est beau, ça. Ça, c'était le docteur Sutherland, qui avait cette définition que je trouve très jolie. L'os est un moment d'énergie calcifié dans l'espace. Et ce n'est pas l'os qui m'intéresse, c'est son espace énergétique. C'est ça. Là, on passe dans la médecine vibratoire, dans le quantique. Donc, l'espace énergétique de l'os, il est lié aux émotions. Il vous donne des informations. Et le tissu osseux qui n'est pas mort, qui est vivant, qui est vascularisé, qui est innervé, eh bien, il se dilate ou il se contracte. Un os vivant, c'est pas de la pierre, ça bouge. Et encore, la pierre, elle est vibratoire aussi. Aussi, absolument. Et donc, cet os, il va réagir par rapport à l'émotion. Et c'est là qu'on va pouvoir trouver donc une cartographie de ces émotions en fonction de la situation osseuse, c'est-à-dire de la vertèbre qui correspond à l'émotion. Donc c'est intéressant. Mais on a aussi tous les organes du corps, la réflexologie plantaire. Tout est dans l'œil, tout est dans la main, tout est dans l'oreille. L'auriculothérapie, c'est ça. L'acupuncture, c'est ça. Enfin, je veux dire, l'homme est un hologramme. Suivant l'endroit que l'on veut traiter, il y a un milliard d'informations qui sont là, qui circulent, qui sont vivantes, qui sont de l'information. Et nous, en tant qu'énergéticiens, on va informer. Avec justement un programme de santé, un programme de rééquilibrage, on va informer cette information qui est déviée et qui s'est détachée de l'état de santé. L'état fondamental, c'est l'état de santé. Alors la colonne vertébrale, c'est quand même le centre de l'homme. La médecine chinoise l'appelle la colonne céleste, qui relie la Terre à l'univers. Donc la Terre, c'est le crâne, symboliquement. La première vertèbre, Atlas, qui soutient le crâne, jusqu'au sacrum, le sacré, qui est l'ouverture vers l'univers, qui est le lieu de naissance. Et alors, quand on voit effectivement, moi je vous ai parlé des différents... De votre exemple. De mon exemple, alors moi c'est L2, L3, L5. Ouais. Voilà. Donc, il y a un petit problème à gérer via une sciatique, via ceci, via cela. Voilà. En tout cas, il y a plein de choses. Ça a écrasé Exactement. L5, et c'est à vous de gérer. De gérer ça et de trouver ça. Et vous allez vous occuper de moi. Alors, maintenant sur les émotions, vous dites, outre les bactéries et les virus, il existe évidemment une grande famille de perturbateurs de santé, les émotions. Ça, c'est véritablement ce qui rythme aujourd'hui l'état physique, psychologique dans lequel, évidemment, on se trouve. Tout à fait, puisque l'émotion, ça a été calculé encore physique quantique. L'émotion va plus vite que la pensée. L'émotion va plus vite que la pensée. C'est une araignée. Ensuite, conditionnement. J'ai un programme dans mon corps. C'est les araignées vont me bouffer. D'accord ? Bon, mon mental, qui n'est pas trop dévié, me dit, mais non. Une araignée n'a jamais mangé qui que ce soit. Et pourtant, j'ai ce programme. Et j'ai peur des araignées. Et je ne peux pas m'en détacher. Et ça va bien plus vite que la pensée. Et cette émotion, elle a déclenché tout un système qu'on vient de décrire dans mon corps. Donc déconditionner, déprogrammer, ça veut dire déprogrammer donc ce programme qui m'empêche de vivre. Ah, c'est ça. Voilà. Et donc il y a tout un travail là-dessus avec vos méthodes. On parlera notamment outils que j'ai cités dans le livre. Dans le livre, on va y revenir. Et puis d'autres outils. Il y a d'abord le vôtre. Avec la méthode. Oui. La méthode. Alors, est-ce qu'on la prononce à la française ou à l'anglo-saxonne ? Alors, surrender. Surrender. C'est une francisation. C'est une francisation, absolument. De l'expression se rendre. Oui, c'est et ça. les Anglais avaient du mal. Ça date de la guerre de 100 ans, ça. Surrender. Et c'est devenu surrender. Ouais. Et surrender, ça veut dire se rendre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire déposer les armes. Donc, si je suis en tension, j'empêche mon corps de vivre correctement. Et là, je vais vers la maladie. Si je suis en tension, c'est que j'ai pris les armes. Mais pourquoi j'ai pris les armes ? Mais qu'est-ce que je fous avec ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Où est le danger, quoi ? C'est quoi cette araignée-là ?
Tout le travail est là, c'est déposer les armes, lâcher prise, le fameux lâcher prise. Et c'était Alexandre Jolien qui parlait du lâcher prise, du lâcher prise. C'est ça. Parce que ça peut devenir une obsession. C'est ça. Et Dieu sait que ce lâcher prise, il est tellement parfois difficile à mettre en place. Hein. Il n'est pas culturel. Encore une fois. 2000 ans et plus d'éducation judéo-chrétienne, touche pas à ton zizi, on va te le couper. Ouais. Le péché originel. Ouais. Non mais on a tout ça en nous. Ouais. On n'y peut rien. C'est dans nos gènes. Et ça nous empêche de vivre. La culpabilité, c'est la porte ouverte à la maladie. Pourquoi? Parce que je suis coupable. Merci. La lumière. Je suis coupable, donc ça implique une punition. Je suis coupable, je me punis. Mais je ne suis pas coupable. Cet enfant qui vient de naître, il est coupable. On est parti, encore une fois, dans un méandre de croyances pour dominer l'homme, encore une fois, l'homme par l'homme, hein, dominer l'homme par l'homme, qui nous ont amenés aujourd'hui à une impasse où tous les systèmes ont échoué, ils ont tous échoué, où les gens sont perdus, n'ont plus de repères et ne savent plus où aller. Donc ils font n'importe quoi et ils se réfugient, encore une fois, on va revenir, je suis désolé, dans le virtuel, dans des méandres de choses qui sont inventées mais qui n'existent pas. Alors, excusez-moi, pour finir là-dessus, mais si tous les systèmes ont échoué, qu'est-ce que je vais faire? Où est ma référence? Eh bien, ma référence, et là on va rejoindre Sheldrake, on va rejoindre Lipton, c'est la nature, le livre de la nature. Je me pose une question et je me dis, est-ce que ça va dans le sens de la nature, c'est-à-dire dans le sens de la vie, ou ça va à contresens de la vie? C'est la seule question à se poser. C'est la seule question à se poser. Et à partir de là, je vais gérer, comme je peux, dans une société qui ne va pas dans le bon sens, je vais gérer ce que je peux de ma vie, mais dans le sens de la vie. Est-ce que ça va vers la vie ou est-ce que ça va vers la mort? Le bon pour la vie ou le mauvais pour la vie? Ça, c'est une des bases de l'aptonomie, on n'en a pas parlé, de la naissance. L'aptonomie, qui est le contact avec le fœtus. Et une des bases de l'aptonomie, donc de Vennemann, c'est le bon pour la vie ou le mauvais pour la vie. Le fœtus le sait. Le premier réflexe qui a été découvert dans le ventre de la mère, on l'appelle le réflexe de retrait. S'il est agressé, si c'est mauvais pour la vie, le fœtus le sent, il se referme, il va se cacher quelque part dans le ventre de la mère. Si c'est bon pour la vie, et quand je pose ma main sur le ventre de la maman, parce que je travaille aussi avec les femmes enceintes, et je trouve ce travail formidable, c'est la base de la vie, et qui est une main bienfaisante, qui distribue une énergie de vie, le souffle de vie. Je peux vous dire que le bébé, il le sent tout de suite, enfin le fœtus, pardon, et il vient se coller à la main. Il le sait. Ouais, c'est beau, la cellule le sait. Dans votre livre, alors il y a tous les constats, évidemment, il y a toute l'analyse que vous faites sur justement les phénomènes de peur, ce qui engendre la peur, et puis il y a les solutions. Les solutions que vous préconisez, l'aptonomie, c'est une des façons. C'est une des bases de la naissance. Bien-être pour bien-être. Exactement. C'était le titre d'un chapitre. Bien-être pour bien-être. Alors ça, c'est assez étonnant. Je ne connaissais pas l'aptonomie et quand j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit mais oui, mais c'est pour les mamans, pour la naissance des enfants, tout ça est extrêmement utilisé et c'est très souvent le cas. Le MDR, incontournable. Oui, tout à fait. Oui. L'œil fait partie du cerveau. Ouais. Hein, il n'y a pas le cerveau et l'œil. D'ailleurs, si vous regardez un fœtus, c'est un tétard. Il y a deux gros yeux, puis une toute petite enveloppe. Et puis, mais les yeux vont pas rétrécir. C'est l'enveloppe qui va se développer et ils vont devenir mais l'œil est partie intégrante du cerveau. Et il y a un troisième œil, c'est l'hypophyse. Et il se trouve que, embryologiquement parlant, l'hypophyse est issue des mêmes tissus que les yeux. D'accord? Donc, le travail sur les yeux qu'elle a découvert, vous savez dans quelle situation, elle était en pleine dépression. Oui, c'est ça, elle est dans un parc à un moment donné. Voilà, c'est ça, et puis elle fait des exercices avec ses yeux, comme ça, d'instinct, intuitivement. Et elle se sent apaisée. Effectivement, le travail sur les yeux, le MDR, ce travail va donner des résultats sur le cerveau et les émotions. Et ce que je ne savais pas, c'était que c'est le regretté David Servan-Schreiber qui a amené ça en France. Voilà, c'est lui qui l'a amené en France, qui nous a fait connaître. Et puis qui a créé l'association des thérapeutes de MDR. De MDR, voilà. Absolument. C'est une technique que vous utilisez au cabinet? Non, moi je ne suis pas formé dans ce domaine, mais j'adresse mes patients. Vous savez, on travaille en réseau. Oui, c'est ça, oui. Et j'adresse mes patients à d'autres thérapeutes. En revanche, vous avez été formé à cette technique? Alors, mouvement respiratoire primaire, oui, bien sûr. Ça, c'est l'ostéopathie. Donc, j'ai suivi la formation de Jacques-André Vaduval, donc, sur l'ostéopathie bioénergétique, le MRP.
le mouvement respiratoire primaire. Il y a MPR, là, il y a une inversion, mais c'est pas grave. Exact. Et MRP, mouvement respiratoire primaire, qui est la base de l'ostéopathie, qui est le mouvement de la vie que les Chinois appellent la respiration embryonnaire. Donc c'est le premier mouvement primaire, donc respiratoire parce que c'est inhalation, une exhalation. Inspirer, expirer. Voilà, et ce n'est pas un mouvement pulmonaire, hein. C'est un mouvement d'énergie qui va se traduire au niveau du liquide céphalorachidien fabriqué par le cerveau et qui circule en périphérie du cerveau et de la moelle épinière. Un petit truc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des petites applications. Alors, pardon, je reviens encore au virtuel. Cohérence cardiaque. Sur la cohérence cardiaque. C'est en rapport. En rapport, parce que la respiration pulmonaire va permettre d'apaiser des tensions qui vont permettre au MRP de s'exprimer correctement dans une enveloppe. Dans votre livre, vous parlez aussi de cette dame. Oui, méthode Maisonneuve. Alors, elle a travaillé donc sur les réflexes dits archaïques ou primaires, dont je parlais tout à l'heure avec le réflexe de retrait. Le deuxième réflexe est le réflexe de succion, c'est-à-dire qu'on a vu maintenant, grâce aux échographies, des enfants, des fœtus sucer leur pouce dans le ventre. S'il n'y a pas ce réflexe, c'est la mort. Si le bébé à la naissance n'a pas le réflexe de succion, il ne survivra pas, etc., etc. Donc elle a fait toute une cartographie de ces réflexes et elle explique que pour passer à une évolution et un réflexe supérieur, entre guillemets, il faut que le réflexe inférieur soit inhibé. Et c'est pour ça qu'il est très important que l'enfant, par exemple, rampe, marche à quatre pattes, se redresse et marche. Et là, les parents ne sont pas éduqués du tout. Et il y a beaucoup de parents qui vont faire l'erreur d'aider l'enfant à se lever et à marcher, en grillant les étapes précédentes. C'est ça. Parce qu'ils veulent dire à l'entourage, c'est-à-dire aux voisins, « Ah, il est formidable, il a marché à 9 mois. » Mais non, c'est pas formidable du tout, car il a grillé des étapes importantes dans son évolution, car on l'a forcé à faire plaisir à l'entourage alors qu'il n'était pas prêt, que la verticalité dépend de l'évolution du cerveau et de sa position crânienne. C'est le développement du cerveau qui entraîne le développement du crâne, et non pas le contraire. Donc on attend que le développement du cerveau entraîne un développement du crâne qui positionnera l'occiput de façon à ce qu'il puisse se verticaliser. C'est ça. Bon, quand on grille ces étapes, quand on va trop vite, l'enfant, artificiellement, pour faire plaisir à l'entourage, va marcher. Mais il peut traîner toute sa vie ce déséquilibre, c'est cette marche artificielle qu'il a créée pour faire plaisir. Laissez-les tranquilles, laissez-les être autonomes, trouver leur équilibre sans nous. Débrouille-toi, si tu te débrouilleras dans la vie. Ça commence comme ça. C'est ça. Voilà. Sinon, tu tiendras la main de maman ou de papa toute ta vie. Alors, l'aptonomie, le MDR, la méthode Maisonneuve avec Marie-Claude Maisonneuve, la communication profonde accompagnée, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Non, on l'a pas vu, la communication. C'est celle-ci, là où il y a une petite inversion, non? Oui, il y a une inversion parce que la communication profonde accompagnée... c'est celle-là. Non, c'est Martine Garcin et Anne-Marguerite Vexio. Oui, voilà. Si, Anne-Marguerite Vexio. Ah oui, je n'avais pas vu. Alors, excusez-moi. Donc, là, le problème, c'est... il y a un petit problème. Anne-Marguerite Vexio, c'est justement la communication profonde accompagnée qui n'a rien à voir avec le MRP. D'accord, donc il y a une inversion chez nous. Mais il y a une inversion. Je vous fais... Allez-y. Donc, parce que son histoire est assez incroyable. Ça vient d'Australie, hein. Anne-Marguerite Vexio, elle a connu une éducatrice australienne qui travaillait avec des enfants autistes. Exactement. Et qui a eu l'intelligence, en accompagnant la main d'un enfant autiste sur un clavier d'ordinateur, non pas de le diriger, mais de le laisser faire et de l'accompagner. Et elle s'est rendue compte que cet enfant autiste, sans regarder le clavier, ne tapait pas au hasard, et qu'il tapait sur des lettres qui formaient des mots et qui formaient des phrases. Donc ça a été une découverte incroyable. Elle a développé cette écoute palpatoire, cet accompagnement, et on sent bien le mouvement, puisque j'ai été formé à cette méthode, qui s'appelle la psychophanie à la base. Psychophanie. Et on sent bien qu'il y a une impulsion qui vient du patient, de l'enfant autiste par exemple, vers des lettres donc qui ne sont pas choisis au hasard. Okay, donc il y a un langage qui va se créer, et elle a développé cette méthode. Marguerite Vexio était orthophoniste, elle a récupéré les travaux de cette Australienne, c'est elle qui l'a ramené en France, et ça s'est développé, psychophanie et communication profonde accompagnée, parce que ça s'est étendu à tous les gens. Nous sommes tous des autistes, quelque part, des autistes de notre communication profonde. Voilà. Donc ça s'est étendu à tout type de patients, c'est ce que je veux dire. Et
Cela permet, lorsque les choses sont dites, non pas verbalement, mais sur ce clavier, de libérer des tensions. Là, on revient encore au rapport émotionnel-tissu. C'est un outil pour libérer des tensions profondes qui se sont inscrites dans le corps par rapport à des peurs, à des traumatismes. Voilà. Et donc, l'effet thérapeutique, c'est celui-là. Et ça, je l'ai constaté parce que j'ai eu dans mes mains des patients que je connaissais un peu. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a lâché. Et la dernière séance, c'était pas comme ça. Eh oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai fait de la CPA, j'ai fait de la psychophanie. Ah bon, c'est quoi ça? Parce que ça marche. Et donc, c'est un complément formidable. Alors, je me suis formé à ça et je faisais les deux pendant un certain temps parce que maintenant, je peux plus. J'ai plus le temps, mais je pratiquais la CPA et l'ostéopathie bioénergétique, le travail bioénergétique. Ce qui est fascinant, c'est le nombre de possibilités et de méthodes qui existent pour justement mettre en alors ça, c'est toujours, il y a toujours, heureusement, il y a le yin et le yang, il y a le pour et le contre. On est dans une époque complètement folle, mais parallèlement, il se passe des choses quand même. Et parallèlement, ça avance. Parce qu'il y a des gens qui cherchent, il y a des gens qui trouvent, et que dans les situations dramatiques, on a toujours sorti des choses. Regardez Franz Wellman, il a découvert l'autonomie dans un wagon qui partait avec des gens en déportation. Absolument, j'ai lu ça. Ouais. C'est-à-dire, le MDR, on a dit tout à l'heure qu'elle était dans une situation dramatique de sa propre vie. Il y a toujours quelque chose. L'ostéopathie, alors justement, puisque c'est mon école, le docteur Steele, le fondateur, venait de perdre 3 de ses enfants dans une épidémie de méningite. Il s'est dit, c'est pas possible que Dieu ou la nature n'ait pas laissé une réponse. Il y a toujours une réponse. Et il a cherché. Il a cherché en disséquant, puisqu'à l'époque c'était facile d'avoir une charrette d'Indien, ça coûtait pas cher. Il a disséqué. Il a trouvé justement l'expression du MRP. Il a trouvé que le crâne, les os du crâne s'articulaient les uns avec les autres, que le liquide céphalorachidien circulait dans un mouvement de flux et de reflux et tout ça. C'est venu encore une fois d'une situation dramatique et on peut en citer des comme ça. Donc la situation dramatique que nous vivons aujourd'hui, qui est terriblement dramatique, elle fait sortir des choses. C'est ça que je veux dire. Et là, c'est positif. Vous voyez, là, les gens peuvent rester à votre émission parce que on donne des clés et des réponses à ces questions. Et ce que j'essaie d'apprendre à mes patients, c'est que dans le corps, il y a toutes les réponses. Oui, c'est ça. Elles sont là, mais elles sont bloquées. Quand il arrive chez moi, c'est qu'il a des réponses bloquées. Parce que le corps, il sait le faire, mais il ne peut plus le faire. Et la réponse, alors il faut avoir un outil, donc là, on est en train de les citer. Et pour moi, le plus bel effet, c'est l'effet placebo. Et on crache là-dessus, mais c'est une erreur. Il faut étudier l'effet placebo. C'est-à-dire beaucoup de médecins disent oui, c'est un effet placebo. Voilà, mais c'est génial l'effet placebo parce qu'on lui a filé un morceau de sucre et il guérit. 1, ça veut dire qu'il y avait la réponse, elle était là, c'est bien la preuve. Et 2, il suffit d'une croyance, d'un déclencheur, et le corps se remet à vivre et à nettoyer son problème. Ils sont allés jusqu'à faire des expériences de chirurgie. Il y a eu des patients qu'on a ouverts, on l'a refermé, on n'a rien touché. Il avait une tumeur, la tumeur a disparu. Il est persuadé qu'on lui a enlevé sa tumeur, la tumeur disparaît. C'est bien qu'il y avait une réponse. C'est ça, le yin et le yang, comme diraient les Chinois. Mais que serait le yin et le yang sans le Tao? Et le Tao, c'est ça, c'est le souffle de vie. Et ce souffle de vie, il peut arriver par une croyance, il peut arriver par une aiguille, il peut arriver par des exercices avec les yeux, etc. On n'est pas conditionné encore à ça. Ça s'ouvre. Ça commence dans une certaine partie de la population, parce qu'il faut dire, encore une fois, moi je suis un vrai démocrate. C'est cher, ça coûte cher. Ces médecines, elles coûtent cher, elles ne sont pas remboursées. Oui, c'est ça. Dans un sens, il est bien que le patient fasse un effort, parce que les patients pris en charge en permanence vont utiliser le système et faire n'importe quoi. Mais ça coûte cher, je veux dire, c'est ça, il faut le dire. Quoi, je veux dire, et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Et puis là, pourquoi on a déremboursé, Madame Buzyn a déremboursé l'homéopathie? Pourquoi? Parce qu'avec un tube à 3,50 €, le bonhomme guérit. Que ce soit du placebo ou pas, c'est pas mon problème. L'homéopathie, c'est pas du placebo. C'est le résultat qui compte. Mais voilà, c'est ce qu'il aille mieux. Il va mieux avec 3,50 €, alors qu'on aurait pu lui refiler un traitement à 10 000 €. Non, ça va pas. Un mot sur votre méthode. Est-ce que la méthode Surrender, c'est ce que vous appelez la méthode de relaxation thérapeutique basée sur le lâcher-prise et l'abandon de soi? Est-ce que c'est une synthèse de toutes ces techniques ou c'est une technique à part entière? Alors, non, exactement, c'est une synthèse, pas de toutes ces, mais d'une partie de ces techniques. Moi, j'ai connu Bernard Tiss, j'ai approché l'aptonomie avec Bernard Tiss, je vous ai dit, avec Anne-Marguerite Vexio, c'est pour la psychophanie, et avec Martine Garcin, la communication profonde accompagnée, etc., etc. Donc, on a tout mis dans un panier avec le docteur Meyer, il faut en parler. Parce que c'est avec lui qu'on a écrit le premier ouvrage qui s'intitule Le corps autoguérisseur. Ça rejoint ce qu'on vient de dire, le corps autoguérisseur, il y a tout pour guérir.
Donc avec le docteur Meyer, on organise régulièrement donc, des formations ouvertes à tous, pas uniquement aux thérapeutes, hein, ouvertes à tout le monde, pour apprendre à se servir donc, de cette énergie, c'est-à-dire nous sommes tous des récepteurs et des émetteurs d'énergie. C'est basé sur l'ostéopathie bioénergétique ou biodynamique, hein, la biodynamie de Steiner. Et donc cette méthode, nous sommes tous des récepteurs, des émetteurs. C'est ouvert à tout le monde. On a tous le droit et la possibilité de distribuer de l'énergie qui va déclencher dans le corps du patient des mécanismes d'auto-régulation, d'auto-guérison. Comme je vous disais, autant qu'une idée d'avoir pris un médicament alors que c'est un morceau de sucre. Alors ça veut dire qu'avant de prendre un traitement médicamenteux, vous allez passer par X étapes avant même de... Je sais pas. Comment ça C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans cette philosophie, j'ai envie de dire, de vie, de la manière dont vous allez vous soigner, avant d'en arriver à utiliser les médicaments dits chimiques des laboratoires pharmaceutiques, vous allez déjà passer par toutes vos possibilités de réguler vos émotions. Avant, il y a quand même une notion de prévention qu'on oublie trop dans notre société. La prévention, c'est-à-dire conserver la santé. Conserver la santé, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir une fois par mois pour conserver la santé, c'est-à-dire pour éliminer les tensions. Ils anticipent, c'est-à-dire que trop de tensions vont empêcher le corps de fonctionner. Donc, une fois par mois, ils viennent libérer leur tension pour permettre à leur corps de ne pas tomber malade, à leur système immunitaire d'être opérationnel. Mais pour revenir à la chimie, elle a ses vertus. Attention. C'est ce que j'allais dire. Nous parlons de médecine complémentaire. Encore une fois, il n'y a pas de duel, il n'y a pas de conflit pour nous. Et on travaille dans des milieux hospitaliers en complémentarité. D'accord. Et le produit chimique, moi je peux vous le dire, puisque je me suis retrouvé paralysé il y a 3 ans avec un nerf crural complètement écrasé dans ma 5e lombaire. Dans ma 5e lombaire. J'étais heureux qu'on me donne de la morphine, croyez-moi. Ils m'auraient donné n'importe quoi, j'étais pas là en train de dire non, moi les médecines douces, machin truc. Je ne discutais pas, j'étais là, piquez-moi, j'en pouvais plus. Vraiment, c'est un livre passionnant. La peur, origine de nos maladies, c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Pour terminer, Seymour, on a toujours un petit rituel où je donne 8 mots qui vont s'afficher sur l'écran. Et en une phrase, vous me dites ce que ça symbolise chez vous, ce que ça évoque chez vous, ce que ça remonte. Alors, j'avais commencé par le premier où j'ai tout faux, puisque j'avais marqué Capricorne, puisque vous n'êtes absolument pas Capricorne, n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi où j'ai vu Capricorne. Non, mais vous l'avez, ça, je crois, c'est Wikipédia, ou je sais pas, ils ont mis il y a quelqu'un qui a mis ma date de naissance. Bon, ça n'a rien à voir, donc évidemment, on passe à la suivante. Tout est juste. Ah oui, ça, oui, tout est juste. Ça, dans l'univers, tout est juste. Tout a une fonction. Tout s'accorde avec le tout. Tout est juste. Nous ne sommes pas justes. Si on gardait cette phrase en tête et qu'on allait vers ce qui est juste, on n'aurait pas ces problèmes que nous avons. Et certains, la santé, c'est juste. L'état de santé, c'est l'équilibre parfait. C'est juste. Et il y en a même qui rajoutent tout est juste et rien n'est grave. Oui. Rien n'est grave, si, je crois pas. Aller jusque-là dans cette philosophie de dire ce qui m'arrive, je me suis fait amputer d'une jambe, c'est pas grave, ça devait m'arriver, c'est mon chemin. Alexandre Jolien, que je citais tout à l'heure, nous a dit dans un de ses livres, je suis heureux d'avoir ce corps, même si c'est un corps malade, parce que c'est mon maître spirituel. Bon, on peut dire que rien n'est grave, c'est une grande sagesse, mais au quotidien, soyons sérieux. On est bien d'accord. Et quelle leçon de vie. Et quelle leçon de vie. Alexandre, je le connais un peu grâce à Bernard Campan. J'ai pas pu voir le film, là, il paraît qu'il est très bien. Leur dernier film, là, où ils jouent tous les deux, presque. Voilà. Absolument. Mais dans ce film, je pense qu'il peut pas dire que rien n'est grave, ou il dit que rien n'est grave, mais ça c'est de la philosophie. Il y a toujours une différence entre la philosophie et le philosophe. L'application, à mon avis, elle est pas facile au quotidien. Voilà. 3e mot. Les inconnus. C'est une. Vous les revoyez encore? Jean-Bernard, de temps en temps. Pascal, quand il a mal à c'est vrai, il vient se faire soigner. Mais, et puis toute sa famille, parce que je suis resté en relation avec toute la famille Légitimus. On a démarré ensemble, on avait 20 ans, et puis on ne s'est pas quitté, ça fait partie de notre histoire. Et donc les inconnus, une très belle période de ma vie, formidable. Comme je disais, on s'est bien marré, et puis on a vécu des choses formidables. Bon. Les phobies. Les phobies, on en parlait tout à l'heure, on parlait de l'araignée. Des phobies, non, je ne crois pas, non.
Mon entourage peut-être dirait le contraire, hein, donc j'en suis pas très conscient. J'essaie de L'avion. Alors j'avais la phobie. Voilà, très bien, très bon exemple. Je vais vous expliquer comment. Parce que je l'ai moi. Comment j'ai réglé ma phobie de l'avion. Alors. D'accord, puisque justement quand je tournais avec les inconnus, on prenait souvent l'avion. Bah oui. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je m'étais endormi dans une émission de télé. C'était quand on était à Cayenne, c'est France 3, et on a pris l'avion. Et j'avais tellement peur de l'avion que je prenais des somnifères. Et manque de bol. L'équipage nous trouve sympathique. Oh, on va vous offrir une coupe de champagne. Et l'alcool avec le somnifère, ça va pas. Ça fait pas bon ménage, c'est sûr. Sorti de l'avion, parce que je me rappelais plus que j'avais pris un cachet. On arrivait des Antilles. Et je sors de l'avion dans un état déplorable, mais défoncé, quoi, défoncé. Hein. Et puis on est allé faire une émission. En arrivant, on jouait le soir. Boum. On jouait le soir. Ah bah, voilà. Pour vous dire que donc j'ai soigné ma phobie de l'avion, et à un moment donné, je me suis dit, c'est plus possible, je vais pas prendre des trucs à chaque fois. Quand je suis rentré de Montréal, j'ai fini dans les toilettes, j'ai passé tout le... Alors là, c'était formidable, parce que personne n'est venu me voir. J'aurais pu mourir dans les toilettes, il n'y a pas une hôtesse de l'air. Non, je suis resté dans les toilettes, je me suis rendu compte quand on atterrissait. Malade, comme une bête. J'ai dit, il faut que ça s'arrête. C'est quoi cette peur de l'avion? Eh ben, c'est la peur de mourir, j'ai compris. Si t'as pas peur de l'avion, t'as peur de mourir. Donc travaille sur ta peur de mourir. Certains disent, et notamment dans les formations qu'ont les hôtesses de l'air ou les pilotes, disent que c'est la peur du lâcher-prise, c'est-à-dire qu'on a besoin de tout contrôler en permanence. Et le fait d'être dans cet avion et donc d'être à la merci, entre guillemets, du pilote et de l'équipage, le lâcher-prise n'y est pas. Ben non, et le contrôle, c'est quoi? Perdre le contrôle, c'est mourir. C'est ça. C'est mourir. Toutes les peurs que vous pourrez me citer, on pourra les étudier et on arrivera à une seule peur, la peur fondamentale, qui est celle de mourir, de disparaître, la disparition de l'ego dont on parlait tout à l'heure. J'ai compris ça, je me dis, mais fais un voyage, accepte de mourir. Alors, je veux dire aussi que la première expérience va déterminer toutes les autres expériences, dans n'importe quel domaine. Et que j'ai pas eu de chance, parce que la première expérience, c'était au lycée. On a eu un voyage gratuit dans un Airbus. C'était les débuts de l'Airbus. Et on invite un groupe de lycéens et on fait un baptême de l'air. Et on est tombé sur un pilote un peu cinglé qui est monté à un Airbus, au secours, et qui est descendu Paris à la verticale. Et là, j'ai eu la peur. J'ai dit, je suis mort. C'est fini, je vais mourir. Dans ma première expérience en avion, c'était ça. M'a confronté à la mort. J'étais sûr qu'on allait s'écraser. Hein, franchement, un Airbus qui descend comme ça, je peux vous dire, c'est pas un petit avion. Hein. Ça a déterminé toutes les autres expériences. Et quand j'ai compris qu'il fait que j'arrête d'avoir peur de mourir et que j'ai travaillé, j'accepte, lâcher prise, je vais mourir. Et tout va bien. Mais tout va bien. C'est fini, je prends plus de cachet. Et sur scène, c'était pareil. Je vous disais tout à l'heure mes réactions intestinales, émotionnelles. Je me suis dit, mais tu vas pas mourir. Tu montes sur scène, le comédien, il a peur. Pourquoi? Parce qu'il a peur de se rater. Oui, bien sûr. Il a peur que les gens ne l'aiment pas, parce qu'il vient sur une scène pour qu'on l'aime. Vous savez que si vous avez un public de 500 personnes, il y en a une qui vous aime pas. C'est celle que vous remarquez, que vous retenez. Absolument. Vous connaissez ça. Ok, oui. Voilà. Donc ça, c'est terrible. Absolument. Et à un moment donné, je me suis dit, mais arrête avec ça. Et vous ne voyez qu'elle pendant le spectacle. Il y a 499 personnes, vous voyez le mec qui vous fait la gueule. Absolument. C'est terrible. Celui qui ne rit pas, qui ne réagit pas. Ah non, mais c'est terrible. On ne peut pas l'effacer. C'est terrible. Et alors, donc, pour finir sur cette peur de la mort, j'ai dit, mais non, tu meurs pas. Et regardez Brel qui racontait qu'il vomissait à chaque fois. Et Brel, il était blindé, il pouvait guichet fermé pendant 3 ans, c'était pas un problème. Et puis il cartonnait à chaque fois. Mais c'était encore une fois un programme qu'il avait en lui, je vais mourir sur scène. Et puis d'ailleurs, ça l'a tué quelque part. Mais le problème, il est là. Est-ce que je vais disparaître? Et on le voit face au cancer, il y a toujours c'est toujours lié à une émotion, à une peur morbide. Le docteur Moirot avait fait justement des statistiques. Première cause du cancer, perte d'un être cher. La mort, la séparation. Encore une fois, la mort. Deuxième cause, la perte d'un emploi, la perte sociale. Je meurs socialement, j'ai plus d'emploi ou je suis à la retraite. Et ça arrive souvent. Je suis mort la première fois, je suis mort la deuxième fois, des fois on cumule. Hein. Et la troisième, c'était le déménagement, le déracinement. J'ai plus mes repères, je suis perdu, je meurs. Il y a toujours cette notion de mort. Ce rapport à la mort. Ce rapport à la mort. Ouais. Mais une fois qu'on a réglé ça, entre guillemets, qu'on est allé, justement, il faut aller côtoyer, il faut aller la voir, cette mort. C'est ma peur, il faut que j'aille la voir. Il faut faire face. Ben oui. Ouais. Et donc, c'est fini les cachets en avion. Je vous conseille d'essayer. Et pourtant, moi, j'ai essayé aussi. Hein. J'essaie pourtant. Alors, vous savez ce que je me mets? Je me mets de la musique méditative dans le casque très très fort pour ne pas entendre les bruits des moteurs. Ah ouais, d'accord.
Et c'est les bruits des moteurs qui me terrorisent, en fait. Ah oui, d'accord. C'est les différents régimes dans les bruits des moteurs où je me dis, il y a un truc... va s'écraser. Voilà, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Autre mot, éthique. Ces mots. L'éthique, là, justement, moi, ça me fait penser éthique, médecine, d'accord? La médecine n'a plus d'éthique, la médecine est une médecine commerciale. Il faut lire le livre de Louis Fouché, il explique bien. Hein, un des médecins anesthésistes réanimateurs qui a été radié. Il a été radié ou pas? Je ne sais même pas. Non, il n'a pas été radié, mais il n'exerce plus parce que justement, il refuse la vaccination, il n'a pas le droit. Il est à Marseille, je crois. Hein. Il est à Marseille. Et il a créé Réinfo Covid, il a créé tout un mouvement, et là, en ce moment, il est en train de réunir des thérapeutes qui, eux, ont une éthique et qui soignent. Parce qu'on a interdit, pour la première fois dans l'histoire de la médecine, aux médecins de soigner. Non mais c'est invraisemblable, vous voyez le bon sens. Là, où il est le bon sens. On a interdit pour la première fois dans l'histoire de la médecine aux médecins de soigner leurs patients. Ce n'est pas incroyable. Et pourtant, c'est encore aujourd'hui. En France, on n'a pas le droit d'utiliser l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, etc. C'est complètement aberrant. Elle est où l'éthique? Et on voit que dans le Conseil de santé, tous ces gens-là, ces braves scientifiques, sont tous payés par les labos d'une manière ou d'une autre. Il n'y a plus d'éthique. Ça fait partie du 8e chapitre de votre livre que j'invite tout le monde à lire. Le pardon? Très difficile, le pardon. Très difficile. J'ai compris tard que si je pardonnais à l'autre, c'était surtout pour me faire du bien à moi. Je n'avais pas compris ça. Je ne vais pas te pardonner, toi, je t'en veux. Tu vois. Mais en fin de compte, plus je lui en veux, plus je garde en moi cette pensée, et plus je le porte. Et plus il est présent chez moi. Donc si je veux me dégager de cette personne, de cet événement, je ne sais pas, en général on pardonne à quelqu'un, si je veux me dégager de ce poids, il faut lui pardonner. Et si je le fais, c'est plus pour moi, parce qu'effectivement, je me rends compte que je pardonne, mais que je suis nettement plus léger une fois que j'ai pardonné. C'est intéressant comme démarche. Les chrétiens diraient que le pardon ne peut pas venir de l'homme. Le pardon, ça vient de Dieu. Le pardon est réservé à Dieu, à travers l'homme, vers l'autre, mais que ça ne peut pas venir de l'homme. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, cette énergie-là, c'est celle que je reçois quand je travaille, quand je soigne, et qui m'aide dans différentes situations de ma vie. Autre mot, alors il y avait celui-là avant, à refaire. Oh, il n'y a rien à refaire. À faire, oui. Vous referiez la même chose? Le même parcours? Ça ne m'intéresse pas. Je ne trouve aucun intérêt à refaire les mêmes choses. Non, mais on dit souvent, et si c'était à refaire? Ça, c'est pour les nostalgiques. Moi, je n'ai pas de regrets. Les choses, elles se sont mises en place. Vous savez, j'ai commencé à écrire parce qu'on m'a demandé d'écrire. Mais moi, je n'avais pas pensé à écrire. C'est un éditeur qui m'a demandé d'écrire. J'ai enseigné parce qu'on m'a demandé d'enseigner. Alors que la boucle est bouclée. J'ai commencé comme enseignant. Mais parce que les thérapeutes m'ont dit, mais ton truc, c'est vachement intéressant, ça marche bien et tout. Est-ce que tu peux nous l'apprendre? J'ai dit, bah oui, puis je m'y suis mis. Puis j'enseigne, ça fait 20 ans que j'enseigne. À refaire quoi? Vous savez, la vie... Par contre, il faut, je pense, être à l'écoute, toujours. Toujours à l'écoute. Si la vie m'entraîne là, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Rester en éveil. En éveil, voilà. La scène? La scène, ben, c'est très bien, c'est un bonheur, c'est comme aller... Pour moi, c'est devenu, depuis pas mal d'années, c'est devenu comme d'aller jouer au tennis. D'ailleurs, je joue pas au tennis. C'est comme faire du sport, c'est comme... j'ai plus besoin de jouer pour manger. J'ai vécu ça, moi, on l'a vécu, puis on a vécu des moments difficiles. Il fallait jouer pour manger, sinon on mangeait pas. Et puis les premières années, moi, je peignais des appartements, je faisais de la déco, j'étais engagé pour bouffer. J'arrivais avec de la peinture le soir sur scène, enfin, je puais le white spirit, mes partenaires n'étaient pas contents. Mais j'ai le plaisir maintenant. Et le pauvre Guy Corneau, qui était un mec formidable. Grand monsieur. On s'appréciait bien tous les deux. J'ai voir ses spectacles, il venait voir les miens. On avait la même démarche tous les deux. On était thérapeutes tous les deux, mais on jouait parce qu'on était amoureux du théâtre. Par contre, on s'en foutait des recettes. Enfin, sauf s'il y avait une production. Ça coûte cher au niveau de la production, parce que maintenant, il faut payer pour jouer. Avant, on était payé pour jouer, mais il faut payer pour jouer. Mais voilà, la scène, c'est un plaisir. C'est un jeu. Un mot sur Carte Vitale? Alors, Carte Vitale, parce que j'avais envie d'écrire une pièce sur le cancer. Alors, on dit une pièce comique sur le cancer. C'est pas drôle. Et en fin de compte, cette pièce, elle a très bien marché sur le public, puisque les meilleurs retours que j'ai pu avoir, c'était des gens qui avaient un cancer ou qui avaient eu un cancer. Et qui venaient me voir en me disant, vous avez raison,
faut en rire, c'est bien, faut dédramatiser, vous m'avez fait du bien. Pour moi, c'était les meilleurs retours que je pouvais avoir. Très beau compliment. Hein. Et il fallait dédramatiser. Et ça, c'est venu suite à des études qui ont été faites aux États-Unis sur le cancer du sein. Et ces femmes, parce que qui créaient des clubs de cancer du sein, aux États-Unis, ils créent des clubs de tout. Club du cancer du sein, qui se réunissaient, qui faisaient des chansons sur le cancer, des pièces de théâtre sur le cancer, et ben elles s'en sortaient 10 fois mieux que les femmes qui s'isolaient avec leur maladie. Je vous invite à lire les ouvrages donc, de Seymour Brussel, Le corps auto-guérisseur aux éditions Odervie qui est sorti en poche. Il y a également celui de 2012, Le secret de nos vies... 2012, hein, Le secret de nos vies intérieures. Hein. Je crois que c'est ça, je crois que c'est 2012, avec toutes ces personnalités qui ont accepté de se confier un petit peu sur leur... Ils ont été formidables parce qu'ils ont tous été sincères. Ils ont tous répondu oui tout de suite. Il n'y a pas eu à discuter. Ils m'ont tous accueilli donc individuellement. On a passé de très bons moments. Et ils ont tous été très sincères. Le plus ouvert à la spiritualité le plus, c'est Bernard. C'est Bernard. Et puis, son passage, lui, il a été sincère. Il a parlé de son épisode avec la drogue. Ouais. Il a beaucoup souffert. Et il s'en est sorti grâce à la spiritualité, grâce à Arnaud Desjardins. Et puis sa rencontre avec Alexandre Joléa, voilà, qui est une belle histoire depuis plus de 20 ans. Hein. Oui, maintenant, ouais. C'est une belle histoire. Qui est une rencontre spirituelle. D'ailleurs, ils se ressemblent tous les deux. Vous avez remarqué c'est vrai, c'est Bernard vrai. Et Alexandre se ressemblent. Il y a des airs, c'est vrai. Bouvard a été formidable, on a parlé de la vieillesse et de la mort, justement. Et sans aucun tabou, sans angoisse par rapport à la mort. C'est un type étonnant. Hein. Vous finissez pas de poser la question, il vous fait la réponse. Il sait très bien où on va. Il est très vif. Enfin, il était à ce moment-là, hein, quand j'ai fait l'entretien, très vif et toujours très clair. Bon, c'est un grand professionnel et qui a fait une recherche beaucoup plus profonde qu'on ne peut le penser sur lui-même et sur la vie. Ouais. Beaucoup plus qu'on ne peut le penser. Mais lors des grosses têtes sur RTL, il a invité beaucoup de personnalités, de chercheurs, de médecins également, qui s'interrogent justement sur les phénomènes d'après-vie. Ça l'a intéressé, Charbonnier, je me rappelle qu'il est... Jean-Jacques Charbonnier. Il a invité Charbonnier à l'époque. Oui, absolument. Entre autres. Mais tout à fait. On parlait de Barkala. Sonia Barkala. Et il a invité... Il s'intéressait aux expériences de mort imminente. Et il a invité des gens qui étaient surprenants dans le cadre des grosses têtes. Et moi, il a été gentil, il m'a invité à chaque fois que j'ai sorti un livre, j'étais invité. Mimi, on a parlé du handicap, évidemment, de ce que le handicap va générer dans sa vie, a généré dans sa vie. Et pareil, sans aucune fausse pudeur, sans tabou, elle s'est livrée d'une façon merveilleuse. Mimi, donc Michel Bernier, c'est la maman. Avec elle, on a beaucoup parlé de la naissance, et puis de la maternité, de la position de la mère dans la famille, etc. Et Las Palais. Alors, c'est Chevalier, c'est Philippe Chevalier. On a parlé plus de religion, car lui, il est quand même bien imprégné par son éducation catholique. Et on a parlé donc de la religion et de sa position par rapport à la religion catholique. Voilà, en tout cas, vous lirez ça aux éditions d'Odervie. Pascal, alors pour finir, Pascal Légitimus. Légitimus, lui, ni blanc ni noir. Voilà, c'était le sujet. Gris, comme il dit. Ça, on disait Michael Jackson. Gourou. Gourou dans la case. Dans la case. Et il a parlé donc de sa double origine, qui n'est pas évidente et qui est un sujet de société brûlant. Une maman arménienne, blanche, et un papa antillais, noir. Voilà. Et je suis gris. Il jouait avec sa main parce qu'il tu vois, là, je suis noir. Et à l'intérieur, et là, je suis blanc. Voilà. Et puis, bien sûr, le dernier dont on vient beaucoup de parler, évidemment, bien sûr, avec passion, la peur, origine de nos maladies, comment s'en libérer pour guérir, le courrier du livre. Tout ça, c'est la grande maison Guy Trédaniel. Ouais. Merci infiniment, Seymour. Merci à vous. Merci, j'ai passé un bon moment, instructif, inspirant. Ouais. Et je pense que je vais venir vous voir. Comme vous voulez, d'Enfer-Rochereau, c'est pas loin. Parce que là, je crois qu'il y a du travail quand même chez le garçon. Il y a des choses à faire et à mettre en place. Pour tout le monde. Hein. Alors là, je vous rassure, tout le monde.
Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis, merci de partager, merci de commenter aussi. Vous avez été très nombreux à commenter la précédente émission et on en a besoin, je vous le disais, pour justement construire ces programmes. J'ai vu que Seymour n'a absolument pas touché à un seul des bonbons qui est en face sur la table et je remarque que j'ai mis ces bonbons en fait pour rien. Parce qu'aucun des invités que je reçois ne touche au bonbon. Non, il ne touche au bonbon. C'est un décor. Oui, je ne sais pas. Ou alors c'est intimide, ou les gens se disent non, je ne vais pas prendre. Ou ça fait saliver pendant l'interview, c'est gênant. Ça fait décor. Ça fait décor, oui, c'est vrai, ça fait décor. On s'imagine que c'est pas bon. Très bien. Merci à tous, prenez soin de vous. Merci à Tim pour la réalisation et merci de partager, bien entendu. Restez inspirants comme d'habitude et à bientôt sur ABC pour une nouvelle émission. Salut.